Maxime, on commence très simplement par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Maxime Sorel, je suis à la base ingénieur en génie civil et j'ai souhaité vivre de ma passion. J'ai arrêté ce métier d'ingénieur pour devenir coureur au large et je suis skipper aujourd'hui de l'IMOCA VNB Mont-Bana-Mayenne. Alors, tu nais quand même, on va raconter un peu ton parcours, tu nais quand même au bord de la mer, hein. Ouais, je suis de Cancale, donc juste à côté de Saint-Malo. Je découvre la voile par une classe de mer qu'on fait naturellement là-bas pour découvrir un peu le milieu maritime, faire du surf, de la planche à voile, jouer dans les vagues et faire de l'optimiste. Et c'est comme ça qu'est un peu née cette passion de la voile. Ouais. À quel moment dans ton parcours tu vas pendant un moment concilier vie scolaire classique et voile, et puis un moment dans ta vie professionnelle où tu es ingénieur, tu vas te dire stop, j'arrête et je me consacre à la voile. Quel est le déclic? Le déclic, alors je rencontre le skipper costarmoricain Pascal Quintin, qui fait vivre tout un tas de choses, parce qu'au début, je l'aide juste sur le bateau, je ne navigue même pas dessus. Et puis, à un moment donné, je deviens son co-skipper sur des courses. Et je me rends compte que en fait, la course au large, c'est à la fois vivre de sa passion, le bateau, mais il y a aussi de la gestion de projet. C'est ce que je suis en train d'apprendre dans mes études pour le pratiquer sur le génie civil. Et je me dis, ah ouais, c'est quand même canon et ça me fait rêver. Et en 2010, vu que j'étais un peu dans le milieu, je rate l'édition de La Route du Rhum, où j'aurais pu le vivre vraiment au cœur du truc. Et j'étais au Canada en fait en fin d'études. Et du coup, je me dis que vu que je l'ai raté en 2010, non seulement je vais le faire en 2014, le vivre de l'intérieur, mais en plus je vais passer la ligne. Donc je vais construire mon propre projet de course au large. Et c'est comme ça que je décide, en étant ingénieur, de faire une première expérience au large, la route du Rhum, quoi. Alors, peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que toi, localement, la course au large, c'est la route du Rhum, parce que c'est Saint-Malo, c'est la proximité. Ouais, depuis tout gamin, mes parents m'emmenaient voir voilà, le merveilleux village à Saint-Malo, tout en fête, voilà, sur les quais à Saint-Malo, pour voir toutes ces éditions que j'ai pu connaître de mon jeune âge. Et ça donne envie parce que on voit toutes sortes de bateaux qui sont tous différents les uns des autres et qui vont essayer de traverser l'Atlantique le plus vite possible. Plein d'histoires de marins connus aujourd'hui qui sont encore là, qui sont plus là. Des marins contre qui j'ai pu concourir derrière, donc c'est assez drôle. Et ouais, ça fait naître l'envie de prendre le large et de traverser tout seul aussi l'Atlantique, quoi. Le premier support pour toi, c'est classe 40. Premier support en course au large, oui, effectivement, c'est classe 40. Donc pas de Mini, pas de Figaro. C'était vraiment l'envie de faire la route du Rhum, parce que étant de Cancale-Saint-Malo, voilà, envie de vivre cette aventure que je connaissais, sans forcément imaginer que derrière il allait se passer tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'était mettre en sommeil pendant 3 mois mon métier d'ingénieur, et puis faire cette expérience, traverser l'Atlantique. Donc pour ça, il fallait trouver des partenaires. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais derrière, continuer mon métier et puis pas forcément en faire ma vie. Et alors, après cette expérience en classe 40, arrive le projet, l'idée germe de faire le Vendée Globe 2020. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on est en classe 40 en 2014. Avec le partenaire VNB, on décide d'aller plus loin et de construire un nouveau classe 40. Alors, ce qui était un peu fou pour moi, parce que je sortais de nulle part. Vivre la construction d'un bateau qui n'existait pas, c'était dingue. Et puis faire 4 saisons à nouveau en classe 40 jusqu'à la prochaine route du Rhum en 2018. Et pendant toutes ces années en classe 40, on s'est rendu compte qu'avec le sponsor VNB, il y a une course auquel on n'aurait pas participé, qu'on rêvait de faire ensemble. C'était le Vendée Globe. Pour ça, il fallait changer de catégorie, avoir un IMOCA. Et du coup, voilà, on s'est pris à rêver ensemble et de se dire que c'était possible. Et puis on l'a fait en 2020, quoi. Et alors, raconte-nous cette édition de 2020, comment elle se passe. Tu as eu des révélations, hein, de cette édition, tant médiatiquement que sportivement. Il y a une belle histoire qui se crée au cours
ce long tour du monde quand même. Ouais, mais l'histoire, elle commence en 2018 parce que déjà, il faut trouver un bateau, trouver des financements. Et très vite, je commence à prendre un peu le pouls de ce que c'est de faire un Vendée Globe. C'est quand même la seule course qui est sans escale, sans assistance. Et ça prend tout son sens quand on la prépare. Alors j'allais dire longtemps à l'avance, normalement on la prépare sur 4 ans, mais là il nous restait à peine 1 an et demi. Et en fait, c'est la seule course où on doit être capable de tout faire à bord, savoir connaître parfaitement son bateau, savoir tout réparer. Et pour ça, ça nécessite de le travailler en amont avec l'équipe, avec la petite équipe que j'avais, parce qu'on n'était que 4. Ça voulait dire passer par des ateliers de réparation, savoir utiliser les résines qu'on emmenait à bord, la partie hydraulique, la partie mécanique, électronique. Et tout ça, c'est un travail qui est long, où on doit réaliser des protocoles. Et c'est vrai que je n'avais pas imaginé ça en fait. J'avais imaginé partir comme je partais sur mes transats, sauf que là, j'allais bien être seul pendant 3 mois à tout savoir faire à bord, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu découvres pendant cette édition? Il y a la peur, évidemment, la gestion de la solitude qui est source de dépassement, évidemment, et ça, t'aimes bien, ça, tu peux creuser un peu ce thème-là, parce que c'est vrai que certains choisissent de naviguer en équipage, mais toi, tu te rends compte que quand tu es seul, ça te pousse quand même beaucoup plus et tu es capable d'aller plus loin. Et puis, il y a ces mers du Sud qu'on ne connaît pas et qui sont quand même moteur pour beaucoup dans l'imaginaire du Vendée Globe. Il y a pas mal de choses que j'allais chercher en fait sur le Vendée Globe. J'avais vécu en 2014, lors de ma première traversée atlantique, première solitaire, des tas d'émotions que jamais j'ai revécues ensuite sur d'autres courses en solo, en traversée atlantique, parce que il y avait une notion de première qui était quand même assez forte. Et je m'étais dit que sur ce Vendée Globe, j'allais justement retrouver des sensations parce que c'était nouveau, que j'allais passer un temps infini en mer. J'avais jamais passé plus de 24 jours. Le plus long que j'ai fait, c'était ça, en mer. Et c'est vrai que j'allais chercher ça, j'allais chercher du nouveau, me confronter à quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et en fait, ça a été encore plus riche que ce que j'avais imaginé. J'ai même cru à un moment que j'étais pas fait pour ça, que en fait je m'ennuyais en mer. Et ça, c'est arrivé bizarrement au 24e jour du Vendée Globe. Donc je commençais à atteindre ma limite de temps passé en mer. Et c'était très très bizarre. Je l'ai mal vécu pendant 2 à 3 jours. Et derrière ça, je me suis mis à écrire pour essayer d'expliquer ce qui se passait et de le comprendre du moins. Et c'est pas toujours simple, c'est une sorte d'introspection qu'on fait en pleine course, seul, au milieu de l'Atlantique, aux portes des mers du Sud. Et c'est vrai que j'en ressors grandi parce que je me suis rendu compte que je vivais à 100 à l'heure, que j'avais besoin tout le temps d'avoir de l'action, si c'était pas sur le moment, de l'avoir dans la tête pour un projet futur. Et que là, mon bateau, il allait à 100% de ses capacités. Je ne pouvais pas aller forcément plus vite. Et donc, je ne savais pas quoi faire du temps qu'on me donnait, du temps où je pouvais me reposer, justement. Qu'il m'a fallu 3 jours pour comprendre ça et d'être dans l'acceptation que ce moment-là était paisible et qu'il fallait profiter et accepter que j'ai du temps pour moi, quoi. Qu'est-ce que tu as découvert d'autre sur ces navigations qu'on ne pratique que peu dans le Sud, la découverte du Sud? J'ai le souvenir que quand je m'approche de la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 2020, je suis déjà en train de penser que j'ai envie d'y retourner. Et quand je la franchis, je dis que je vais y retourner. Justement parce que je n'ai pas connu les mers du Sud que tous mes petits copains qui l'ont déjà fait plusieurs fois m'avaient raconté. Moi, je n'ai pas vécu les mers du Sud emblématiques comme on peut le décrire. J'ai plutôt subi. J'ai pas eu trop le temps de l'apprécier et j'ai envie de retourner le voir, justement pour ça, ce Sud. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez chaotique. Et avec mon bateau qui se détruisait au fur et à mesure des milles, je sors de ce tunnel des mers du Sud avec un bateau très endommagé. Et donc, j'ai pas eu le temps de réellement apprécier ce qu'on peut y apprécier sur les mers du Sud, à savoir les couleurs,
oui, les couleurs et cette espèce d'atmosphère qui peut être pesant, mais quand même assez magique de se dire que personne ne navigue dans ces mers. Et j'ai envie d'y retourner pour ça. Alors par contre, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, c'est que d'être dans le dur pendant autant de temps, eh ben, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir être dans l'acceptation de ce qu'on ressent et de ce qu'on subit, parce que réellement le bateau nous impacte physiquement. Et ça a été utile pour mes autres navigations après ce Vendée Globe, d'être encore plus fort là-dessus, quoi. Bon, alors après, ce Vendée Globe plutôt réussi, tu l'as dit, très vite germe l'idée de continuer et là tu vas te lancer dans la construction d'un bateau. Ouais, c'est ça. Alors, je suis déjà en train d'imaginer le projet futur pendant le Vendée Globe, comme je l'avais fait d'ailleurs en 2014 sur ma route du Rhum. J'ai toujours un tableur Excel disponible dans mon bateau. Et, euh, et le lendemain de mon arrivée du Vendée Globe, alors j'arrive de nuit, je ne sais plus exactement à quelle heure, mais genre 5 heures du matin. Et le lendemain, on a fait quand même la soirée le jour même d'arrivée, mais le lendemain, on est avec les ordinateurs et les partenaires du Vendée Globe 2020 en train de regarder comment on peut faire pour la suite, quoi. Et oui, on ne décide pas tout de suite de construire un bateau. En tout cas, avec la petite équipe que j'avais, on avait envie d'aller plus loin. Pas forcément construire un bateau d'une feuille blanche parce qu'on ne s'en sentait pas capable. On n'avait pas assez d'expérience pour ça. En revanche, soit c'était racheter un bateau ou en construire un qui existait déjà. Donc trouver un team qui accepte de nous louer les plans et puis une équipe de construction. Et notre choix, c'est forcément tourné sur le bateau qui franchit la ligne en premier du Vendée Globe en 2020, donc l'ex-Apivia de Charlie Dalin. Et en plus de ça, l'équipe qui l'a assisté sur cette construction de son bateau à lui accepte de nous le construire, Merconcept. Donc là, clairement, c'est jackpot pour nous, quoi. C'est qu'on va être accompagné par une grosse écurie qui va nous donner beaucoup d'infos sur ce bateau et on aura un bateau connu, très polyvalent. Même si aujourd'hui, après avoir navigué avec, c'est peut-être un des plus durs à vivre. Mais en tout cas, c'est un bon bateau. Ouais. Et alors, ça veut dire que toi, sportivement, en tant que marin, il a fallu quand même que rapidement tu élèves ton niveau de compétence, ton niveau de jeu, parce que d'un coup d'un seul, il fallait passer dans la cour des grands avec les foilers qui vont très vite. Et je me souviens d'images de toi sur les premières transats à bord de ce bateau où tu disais que humainement, on sentait que c'était dur et que tu touchais peut-être les limites de ta volonté, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un bateau qu'on met à l'eau fin juin. 3 mois après, on est à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum. Alors, j'aurais préféré démarrer par une Jacques Vabre en double plutôt que de faire une solitaire. Mais bon, le schéma était comme ça. Et en plus de ça, on a du gros temps forcément au départ de la route du Rhum. Départ décalé d'ailleurs. Et oui, du coup, là, on se dit, première expérience, première transat avec ce bateau, l'objectif, c'est quand même juste de finir. Je suis compétiteur, oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et du coup, il y a un petit stress qui monte. Je m'étais rendu compte sur les entraînements que ça commençait à être vraiment très engagé, que le bateau allait vite, qu'on pouvait vite faire des bêtises. Et je ne le connais pas encore et j'ai clairement pas le niveau et peut-être le temps passé en mer pour gérer ce support. Donc il fallait très très vite apprendre. Et au final, la route du Rhum se passe plutôt bien mieux que ce qu'on avait imaginé. Et j'arrive à faire mon début de course comme je l'entendais. À savoir pas forcément regarder le classement, mais sortir du gros du temps et ensuite compter un peu les points. Et finalement, je suis pas trop mal au début et derrière, j'arrive à rester avec le paquet de tête et à me mettre vraiment dans le jeu et à faire corps avec la machine et à trouver beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Et puis, on termine 5e, donc on est très content de ce début d'expérience. Et alors 2 ans après, où en es-tu justement de cette monter en gamme dans tes compétences, dans tous les facteurs qu'il a fallu gérer en plus avec la gestion du vol et dans la difficulté, la gestion de l'humain qui devient prépondérante quand même, a fortiori sur le Vendée Globe, dans ces bateaux qui ont franchi un step dans la dureté, quoi.
Ben, 3 ans après, on a une équipe qui a grandi. On a un bureau d'études que j'ai été obligé de former parce qu'au début, je faisais un peu tout moi-même. Et je me suis rendu compte que ces bateaux étaient tellement complexes qu'il fallait s'entourer et bien s'entourer. Euh, on n'est pas forcément allé partout là où on voulait aller parce qu'on manque de temps. On a une petite équipe, clairement, on est une dizaine de personnes. Et on s'est vraiment concentré sur l'essentiel. On s'est dit que de toute façon, on n'arriverait pas à aller au bout de ce qu'on veut faire avec ce bateau et qu'il faudrait peut-être un cycle de 4 ans supplémentaire pour réussir à le connaître parfaitement. En revanche, je pense on a réussi du moins à le fiabiliser, à maîtriser ce qu'on avait envie de maîtriser. Et on a surtout réussi à le rendre un peu plus vivable parce que j'ai le souvenir d'avoir fait comme une transatlantique en dormant par terre comme sur mon ancien bateau que j'avais au Vendée Globe 2020. Et 3 jours après l'arrivée, j'étais à l'hôpital en Guadeloupe à cause du manque de sommeil. Et du coup, on a travaillé le sujet énormément et d'autres sujets plus liés effectivement à la vie du marin à bord. Aller vite, c'est bien, mais ça ne va pas permettre forcément de finir le Vendée Globe devant, parce qu'il faut que le marin soit quand même en capacité d'aller vite tout le temps et savoir prendre un peu de temps pour soi, se reposer pour être rapide, pas forcément toujours très rapide, mais le plus rapide possible avec un marin en forme. Ça permet d'aller au bout et généralement quand on va au bout, on n'est pas trop mal placé. Tu peux nous donner un peu des exemples là, concrètement de vos aménagements? Oui, on a développé on a fait beaucoup d'aménagements donc liés au repos du marin. On a créé une bannette en dur qui est en carbone dans lequel on est venu asseoir un matelas qu'on a développé avec une marque de matelas qui a des labos de recherche sur des mousses à différentes densités qui amortissent les chocs. Qui permet d'avoir une assise confortable mais des mousses suffisamment dures pour pouvoir amortir un peu les vibrations. Cette bannette, elle est aussi sur des petits cardans amortisseurs. Donc ça, c'est vraiment un poste qui est le seul endroit où je peux être quand le bateau va vite dans une mer formée. Je vais passer, je pense, beaucoup de temps à cet endroit dans les mers du Sud. J'ai un autre poste qui me permet de travailler sur l'ordinateur qui est lui un peu comme une sorte de siège baquet qu'on peut retrouver dans une voiture, une F1 où la tête du pilote est bloquée droite et gauche pour justement permettre de travailler et quand le bateau plante ou accélère ou tombe derrière une vague, que le marin soit protégé. Et puis après, c'est toute la partie posture qu'on peut avoir dans le cockpit avec des mains courantes, avec des diamètres supérieurs à ce qu'on pouvait faire avant pour éviter justement toutes les compressions sur les doigts. On a fait tout un travail sur le son pour justement isoler un peu les oreilles. On a en moyenne entre 75 et 80 décibels moyens en bruit dans le bateau. Donc quand on imagine ça pendant 3 mois, forcément on a de l'énergie perdue pour rien. Donc on a travaillé là-dessus pour essayer d'économiser au plus possible l'énergie quand on est au repos, quoi. Ça paraît fou, mais en fait, même quand on dort, on brûle des calories. Et là, on essaye d'en brûler un peu moins, quoi. Sur comment tu te situes, toi, dans la flotte, là, aujourd'hui, justement, après ces 3 ans de mise au point, vous avez beaucoup navigué. Tu avais eu un bon premier résultat, une 5e place tout de suite. Là, la flotte s'est densifiée, tout le monde est monté en gamme là aussi. Comment tu vois ce Vendée et comment toi tu vas te situer par rapport à ça? Et quel est ton objectif en fait? Ouais. On avait annoncé au début de ce projet, avant que le bateau soit construit, donc on était les 2e bateaux neufs annoncés à construire. Il y en a eu 13 depuis. Et on avait annoncé un top 5, ce qui paraissait possible sans forcer comme un dingue au stade où on l'a annoncé. Avec 13 bateaux neufs construits et tous les bateaux qui restent encore, quand on compte, il y a 20 bateaux capables de faire un top 5. Donc ça va être vraiment une bataille sans fin.
Et ça se confirme parce que sur toutes les transats qu'on a fait, on voit que le niveau fait que d'augmenter et dans les 10-15 premiers, souvent ils sont quand même dans le match jusqu'à la fin. Même en faisant une place de 8 ou une place de 12, bah, on est quand même autour de gens très très forts. Clairement, on n'a pas le bateau le plus rapide. Je suis très loin d'être le meilleur skipper, faut le dire, hein, je sors un peu de nulle part. Je suis quand même ingénieur en génie civil et j'ai décidé d'en faire mon métier, mais je n'ai pas fait toutes mes armes comme beaucoup, comme la plupart de mes concurrents souvent. Et je suis déjà très content de pouvoir être là où je suis, de pouvoir embêter sur tous les fronts mes petits camarades, à la fois sur la com, mais aussi dans la partie sportive. On voit que quand ça se déroule plutôt bien, quand je fais ce que je sais faire, ben, ça marche. On l'a encore prouvé sur The Transat où ben, je suis à 30 000 de l'arrivée, je suis devant Charlie Dalin. Et je tape un truc, je finis 5, il finit juste devant moi. Mais bref, je suis présent à côté des gens capables d'aller faire ce top 5. Donc c'est ce que j'ai envie de faire clairement sur le Vendée Globe, c'est vivre mon aventure et naviguer comme je sais naviguer et pas me polluer forcément avec le résultat à tout prix. On est d'abord là pour vivre une aventure de dingue, on est aussi là pour embarquer tous les gens qui nous suivent parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à suivre le Vendée Globe, beaucoup d'écoles, beaucoup de gens qui rêvent à leur tour peut-être de prendre la mer. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve chouette dans le Vendée Globe, c'est toute cette histoire qu'on crée pendant 3 mois et toute cette histoire qu'on a le temps de raconter et on a le temps de faire le récit de ce qu'on vit dans ces mers complètement déchaînées. Sur l'aspect com, justement, tu utilises beaucoup de leviers, tu viens de le détailler un peu. Comment tu envisages ce qui est un peu la révolution là depuis la dernière édition, c'est la fluidification des flux de communication avec Starlink notamment et la gestion des coms. D'une part, toi, ce que tu vas donner, ce que tu vas émettre, des obligations que tu as par l'organisateur, par tes sponsors, voilà. Et puis d'autre part, ce que la Terre peut t'envoyer sans que toi t'aies demandé quoi que ce soit, mais où tu te retrouves finalement avec ton téléphone et WhatsApp comme dans ton salon, quoi. Ouais, moi j'ai toujours considéré que la communication c'était une part importante d'un Vendée Globe. C'est une part importante en course au large. C'est quand même pas assez médiatisé selon moi. C'est dur à médiatiser parce que on n'est pas dans un stade. Enfin si, mais le stade c'est la planète. Et du coup, il n'y a que nous qui pouvons retransmettre ce qui se passe en mer. Alors je pense qu'il faut garder une part de rêve. Il ne faut pas tout montrer forcément tout le temps. Mais c'est bien d'en montrer un peu plus et surtout de raconter ce qu'on vit. Moi, je ne fais pas ce genre de course pour être seul en mer pendant un nombre de jours. Je ne suis pas du tout un solitaire dans l'âme. J'adore le contact avec les gens, donc je suis très content de pouvoir communiquer avec les gens. J'en abuse pas, je ne fais pas partie des gens du tout qui aujourd'hui, grâce à l'amélioration des moyens, passent leur temps sur Internet. Là, j'avais les nouveaux outils qui existent aujourd'hui sur les 2 transats et je me suis juste permis d'aller voir un site de météo en ligne pour avoir plus d'infos, mais tout le reste était bloqué. Donc, je n'allais pas voir les résultats du Grand Prix de Formule 1 et je continue de fonctionner comme je fonctionnais avant. En revanche, c'est sûr que sur le Vendée Globe, on pourra donner plus d'infos, avoir des vidéos plus longues, être encore plus présent sans se soucier de combien ça coûte et du temps que ça prend parce que clairement ça va plus vite aujourd'hui. Donc je vais plutôt m'en servir comme ça. Ouais. Est-ce que ça altère un peu la solitude et voilà la traversée de ces 3 mois, effectivement, solitaire versus solitude, c'est pas forcément la même chose, quoi. Moi, pour moi, de la façon dont je l'utilise, clairement, ça change rien. Mon premier Vendée Globe, c'est en 2020. On avait déjà WhatsApp à bord. J'étais très content de pouvoir faire une visio avec ma famille à Noël, premier de l'an. Et j'ai pas l'intention de faire une visio d'1h30 aujourd'hui parce que ça coûte moins cher et que la qualité est meilleure.
Je pense que ça change clairement pas grand-chose. Je suis seul à bord à vivre ce que je vis, même si c'est peut-être réconfortant de pouvoir envoyer un SMS quand ça va moins bien ou quand les gens le sentent, t'envoient un message pour essayer de te réconforter. J'ai clairement pas besoin de ça pour continuer cette aventure. Je l'ai vu dans d'autres aventures que j'ai pu réaliser. Ça ne change rien, je suis quand même seul face à moi-même. Je suis tellement exigeant avec moi-même que si je ne suis pas content de moi, personne ne pourra me dire que c'est bien ce que je fais si je considère que ça ne l'est pas. Donc clairement, ça ne change pas grand-chose. Parlons du Vendée Globe en lui-même. À quel moment, toi, tu le rencontres dans ta vie d'amateur de voile? Quelles images fortes tu gardes? Quels skippers, quelles éditions t'ont marqué? Qu'est-ce que ça représentait pour le petit Maxime Sorel qui tirait des bords en optimiste? Est-ce que c'était complètement lointain? On l'a dit, tout pour toi, la route du Rhum est vraiment dans l'univers très présent, mais est-ce que le Vendée est rentré dans ta vie tôt? Non, le Vendée n'est pas rentré dans ma vie tôt, c'est plutôt rentré même tard, je pense fin de lycée, début d'études supérieures. L'édition qui me marque le plus, c'est l'édition où François Gabard gagne, parce que c'est un jeune blond qui débarque pour moi de nulle part, alors que bon, je ne regardais pas forcément son cursus auparavant. Il n'était pas très connu médiatiquement, du moins, et il tient tête à tous les cadors de la discipline et il finit par gagner. Et ça, c'est des choses qui font rêver. Parce que on se dit que peut-être qu'un jour nous aussi on pourrait arriver à faire ce genre de course. Alors je me dis pas tout de suite que je suis capable de faire un Vendée Globe, loin de là. En tout cas, ça fait naître une partie de rêve, ouais, forcément. Et d'autres images, d'autres. Bon, Hélène MacArthur, oui, parce que pareil, je crois qu'elle a 25 ans 23. ou 23 ans, et puis elle fait deuxième derrière des joyaux. Alors c'est un truc de fou, et je me souviens avoir vu son arrivée au Sable d'Olonne. J'ai pas vraiment le souvenir de suivre l'édition complètement, mais je me souviens des images télé de voir l'arrivée dans le chenal du Vendée avec tous les fumigènes et tout. Enfin, c'était assez incroyable. Et ça, c'est encore aussi des choses qui font rêver. Et alors pour toi, comment juges-tu l'évolution du Vendée de 89 à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la bonne direction, pas dans la bonne direction? Est-ce que voilà, c'est Ben, j'ai pas franchement l'impression que le Vendée ait beaucoup évolué en soi. Ça reste une catégorie de bateaux, la même. Euh, il y a des bateaux d'ancienne génération avec des projets 100% aventure, comme j'ai pu l'être en 2020. On parlait de vouloir faire un classement de bateaux à dérive, mais ça restait un projet aventure. Et puis des projets très professionnels avec juste l'envie de gagner. Ça a toujours été pour moi en fait. Et la magie du Vendée Globe, c'est aussi ça, c'est de mélanger tous ces différents projets et de les faire vivre pendant 3 mois autour de la planète. Le parcours est quasiment le même. On a effectivement, d'un point de vue sécurité, régulé des choses dans les mers du Sud pour éviter de rencontrer des blocs de glace, mais tant mieux parce qu'aujourd'hui les bateaux vont beaucoup plus vite que lors de la première édition et ce serait encore plus dangereux du coup d'aller jouer dans ces endroits-là. J'ai pas l'impression qu'on ait enlevé des choses, j'ai pas l'impression qu'on ait rajouté beaucoup, à part que les bateaux vont plus vite, mais c'est très dépendant aussi de la météo qu'on va rencontrer. J'arrive 2 jours après l'arrivée des premiers en 2020. Ils auraient dû me mettre 15 jours, donc tout est possible. Et c'est ça aussi la magie du Vendée Globe, c'est que c'est pas parce qu'on est le meilleur skipper et qu'on a le meilleur bateau et qu'on s'est le mieux entraîné pendant 4 ans qu'on sera devant. Donc tout est possible et c'est pour ça que je fais ce genre de course, quoi. On en revient
à ton parcours à toi, tu l'as dit, tu es hyper actif, tu as du mal à tenir en place et tu as mené des doubles projets quasi systématiquement. Ça Euh, fait 20 minutes que j'ai pas bougé de la chaise. tu as mené des doubles projets quasi systématiquement. Là, tu viens de faire un trail de 100 km autour du Mont Blanc. Tu as fait l'Everest l'an dernier. Est-ce que tu peux nous raconter cette passion de la montagne d'abord, qui t'est aussi un socle fort quoi, hein, dans ta vie, j'ai l'impression. Ouais, cette passion de la montagne, elle vient de mon frangin qui travaille avec moi, qui est mon responsable projet, qui habite à Annecy. Donc, on se partage des bureaux entre Concarneau et Annecy. Elle est venue très vite parce que, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a des choses qu'on vit pour la première fois dans les aventures qu'on fait. C'était le cas lors de ma première traversée atlantique sur la route du Rhum en 2014. Et au fil du temps, je retrouvais plus trop ces sensations. Et en montagne, je les trouvais directement parce que tout était nouveau, quoi. Aller se mettre dans le vide avec 800 mètres de gaz en dessous, tout ça, c'est de faire des choses nouvelles qui sont quand même assez effrayants. Et je suis passionné de défis, passionné d'aventure. Alors l'aventure, c'est pas forcément aller faire un tour du monde à la voile ou gravir le plus haut sommet du monde, hein, mais c'est se mettre dans l'inconfort et on peut tous être aventuriers à sa manière en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai soif d'aller voir comment je réagis face à des nouvelles aventures et j'aime passer d'un sport à un autre. Je suis passionné de ce que le sport ou la vie peut faire au corps et de façon à le chiffrer, à comprendre et à essayer d'aller encore plus loin. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai envie de continuer à faire, de me mettre dans des situations, d'essayer de comprendre pourquoi, comment. Et c'est pour ça que je me suis lancé tout un tas de défis autour de mon projet Vendée Globe. Alors tu nous racontes là tes ascensions, le Kilimandjaro, l'Everest, le trail vraiment plus plus. Oui, bah, l'ascension de l'Everest n'est pas venue comme ça. Ça naît dans ma tête en fait en 2017 quand je gagne la Transat Jacques Vabre. Je me suis dit que je faisais déjà pas mal pour une association, Vaincre la Muco, dont je suis le parrain, mais que je pouvais faire encore plus. Et j'ai essayé de trouver un moyen de faire parler encore plus de cette association. J'étais en train de créer un projet Vendée Globe et je me suis dit que si j'arrivais à créer un projet Vendée Globe, eh ben, j'irais faire un double projet, puisque le Vendée Globe c'est l'Everest des mers. J'irais faire un double Everest, donc l'Everest des mers, et ensuite l'ascension du sommet le plus haut du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est né dans ma tête. J'en ai parlé un peu à personne. J'ai commencé à en parler à mon frère, et puis il trouvait l'idée géniale, mais il fallait vérifier que tout ça soit possible. Donc j'ai commencé à aller avec des copains alpinistes, guides, pour voir si moi je me sentais bien en altitude, dans des montagnes, dans des endroits un peu escarpés, difficiles. Et c'est tout ça qui m'a fait comprendre que j'avais envie d'encore en faire plus. J'ai eu la chance qu'on m'invite à aller faire le Kilimandjaro avec un patient qui était parrain de mon bateau qui a fait le Vendée Globe en 2020, Paul Fontaine. Un patient qui a eu plus que 55% de capacité respiratoire. Et donc du coup, on l'a accompagné vers le sommet du Kilimandjaro, qu'il a réussi pas sans mal, mais c'était vraiment un chouette moment. Et moi, je me suis senti très très bien en altitude. Et donc ça a confirmé l'envie, le choix de faire ce double Everest. Et le trail? Et le trail, c'est vraiment... Pour moi, c'est plein de liberté, c'est courir dans la montagne, c'est juste fou. Découvrir des paysages magnifiques, souvent être seul, pas forcément sur les courses, mais en tout cas en entraînement. Et en plus, c'est quelque chose que je partage avec ma compagne, donc c'est d'autant plus sympa. Et c'est quelque chose qui me rapproche avec les éléments. C'est dur, mais c'est magnifique. En descente, on a l'impression de voler, on souffre dans la montée, mais j'aime ça. Et
et puis je me suis pris de passion pour une course qui est le Tour du Mont Blanc, qui est juste dingue dans la course en elle-même, du départ jusqu'à l'arrivée, des émotions qu'on peut y voir, un peu comme sur une route du Rhum où on a des amateurs éclairés qui prennent le départ à côté des plus grands marins du monde. Et ben là, c'est pareil. On peut prendre le départ de l'UTMB à côté de Kylian Jornet. Donc, c'est juste dingue. On met peut-être 3 fois plus de temps, mais ouais, c'est magique et c'est quelque chose qui m'évade. C'est vraiment plus pour mon plaisir que pour la course en elle-même, quoi. En termes et ce sera un peu ma dernière question, en termes de musculature, c'est vrai que les 3 mois en mer, vous fondez quand même, hein, parce qu'on se déplace peu. Du coup, c'est un avantage d'avoir fait l'UTMB là 2 mois avant et d'avoir des quadris et des mollets en partant, ou pas du tout, ou comment ça se gère? Alors que ça t'assèche plutôt? Alors oui et non, c'est sûr que sur un Vendée Globe, moi j'ai le souvenir, je travaille avec une nutritionniste pour ça, mais j'ai perdu 2 kilos ce qui est peu. Par contre, c'est une masse musculaire qui s'est un peu inversée, perdu sur les membres inférieurs, gagné un peu sur les membres supérieurs, complètement asséché, effectivement, un taux de gras très faible à l'arrivée du Vendée Globe. Là, la difficulté de faire un trail de 100 km peu de temps avant un Vendée Globe, c'est justement qu'on n'arrive pas à prendre de l'excédent de masse musculaire, notamment au niveau haut du corps. Donc, le travail qui a été fait avec mon centre d'entraînement n'est pas simple. C'était justement de rien perdre et d'essayer de gagner, même si c'était difficile, avant ce trail de 100 km. Clairement, j'ai couru ce trail avec de la masse musculaire en trop sur la partie haut du corps. Mais bon, ça, c'était pas grave parce que c'était pas le but de faire un temps ou un résultat. Et maintenant, il me reste 1 mois et demi pour prendre là, les 3 kilos que je dois prendre avant le départ du Vendée Globe. Donc ça, on y travaille. Et oui, c'est bien clairement d'avoir pris du coup de la masse des membres inférieurs, donc des jambes, parce que je suis quasi sûr de la perdre. Il faut savoir, on imagine souvent qu'on est en permanence sur nos appuis, sur les pieds en bateau, mais en fait, on marche avec le haut du corps, on s'accroche partout. Et du coup, on marche quasiment pas et donc on perd vraiment des jambes. Déjà sur une transat, au bout de 15 jours, on commence à sentir vraiment les effets où quand on arrive et qu'on commence à monter des escaliers, on se dit ouais, j'ai plus de jambes. Donc sur 70-80 jours de mer ou plus, c'est sûr que là, on n'a plus de jambes. Donc le défi de faire l'UTMB en 2025, il va pas être simple. Merci beaucoup.